recule inexorablement. Une proposition de loi sénatoriale a été adoptée le 30 janvier pour répondre à l'inquiétude des parlementaires en ce qui concerne notamment l'érosion côtière. Adrien Develay. À chaque tempête, les côtes s'effritent un peu plus et l'espace disponible pour bâtir s'amenuise. La proposition de loi prévoit l'aménagement des constructions en zone littorale en prenant en compte l'érosion causée par les changements climatiques. Le texte se décline en 3 axes principaux. Premièrement, autoriser la construction dans les hameaux en zone littorale pour éviter l'étalement des édifices et l'empiètement sur les zones agricoles. Cette urbanisation doit être possible dès lors qu'il y a un ensemble de maisons d'habitation d'une petite quantité. Cela va dans le sens de l'économie du foncier et une meilleure préservation des terres agricoles. Deuxièmement, la proposition vise à permettre les constructions dans les dents creuses, c'est-à-dire les espaces entre les bâtiments déjà construits sur le littoral. Enfin, le texte prévoit des mesures pour anticiper le recul du trait de côte causé par l'érosion, en permettant par exemple la construction de digues. Le principal objectif du texte est de mieux prendre en compte le phénomène du recul du trait de côte dans les politiques d'aménagement. On estime qu'un quart de la côte, environ 22%, connaît un phénomène d'érosion marqué, auquel s'ajoute l'élévation du niveau de la mer, accélérée par le changement climatique. Déposée par le sénateur des Côtes-d'Armor Michel Vaspart, la proposition a été adoptée en janvier par le Sénat et est désormais en attente d'examen à l'Assemblée nationale. Et on retrouve Tam Tranui avec les sénateurs du Morbihan, Joël Labbé, pour une réaction à cette lutte contre l'érosion côtière. Joël Labbé, le littoral français recule inexorablement. C'est ce qui est ressorti d'une étude qui a été rendue publique au début du mois par l'Observatoire de la côte aquitaine. Comment est-ce qu'on peut s'expliquer ce recul du littoral, ce recul du trait de côte ? Eh bien, la question du changement climatique en premier lieu. Alors, il ne faut pas oublier que ce sont nos activités humaines qui ont provoqué ça. Et justement, si on ne veut pas que ça dure et que ça s'amplifie, que ça s'aggrave, il faut véritablement agir en amont. Et ça, c'est carrément la transition sociétale. Maintenant, on sait qu'une partie du mal est fait. Le trait de côte recule inexorablement. Donc, il s'agit effectivement de s'adapter. Et on voit déjà que des mesures difficiles doivent être prises, notamment à Lacanau, où les autorités étudient l'option du repli stratégique et de la relocalisation d'une partie des habitants. On voit que c'est déjà trop tard là-bas. Oui, là-bas, le mal est fait. Alors, j'ai pu lire qu'il y avait encore un permis de construire pour, je crois, 15 logements, parce que c'était avant la loi. Je trouve que c'est absolument aberrant que de le faire quand même. Alors, je ne sais pas s'il y a des possibilités juridiques, mais c'est impensable de continuer à faire ça. Là, je comprends pas. Quelle est la situation dans votre propre territoire, dans le Morbihan ? Est-ce que vous avez ces mêmes problèmes concernant votre littoral ? Alors, moins grave si on veut, mais il ne s'agit pas de minimiser. Il y a un certain nombre de communes littorales qui vont être impactées par l'évolution du trait de côte. Donc, il s'agit justement de prendre les mesures qui conviennent, de préserver, parce qu'il y a des endroits où il y a des digues et qui tiennent, donc il faut s'arranger pour qu'elles tiennent, faire en sorte qu'on n'aille plus construire dans des secteurs qui sont vulnérables. Et maintenant, avec le numérique, on peut évaluer ces zones qui sont vulnérables. Et donc, il s'agit véritablement de préserver ces zones-là et d'absolument pas aller construire là-dessus, parce que ça, c'est inconséquent. Alors, la loi littorale est une loi ancienne qui date de 1986. Au mois de janvier, eh bien, le Sénat a débattu d'une proposition de loi sénatoriale qui a pour objectif de dépoussiérer cette loi. S'agissait-il de la dépoussiérer ou de l'assouplir, selon vous ? D'abord, la loi littorale, c'est une excellente loi. Heureusement qu'elle est arrivée. Un peu tard pour certains endroits, mais pour les littorales bretons, elle est arrivée au bon moment pour qu'il n'y ait pas trop de mal de fait. Alors, dépoussiérer, dès qu'on touche la loi littorale, il faut être hyper prudent. Alors moi, je ne suis pas jusqu'au boutiste. Il y a des aménagements possibles, mais d'une façon extrêmement cadrée. Je pense notamment aux dents creuses dans les hameaux, mais d'une façon extrêmement... Ces endroits non construits entre deux endroits construits, en somme. Oui, mais d'une façon serrée. Il ne s'agit pas d'un espace de 100 mètres entre deux espaces construits. Il ne s'agit pas de bétonner les côtes. Oui, surtout pas.
Et puis là, on ne parle pas des côtes, hein, on parle des hameaux, donc on n'est pas dans la bande des 100 mètres, mais les hameaux, là, il y a des endroits qui ne seront plus jamais agricoles, pour lesquels il y a tous les services et les réseaux qui y passent. Pour moi, un assouplissement dans ce sens-là, mais d'une façon extrêmement cadrée, et qu'on n'aille pas retoiletter la loi littorale, surtout pas. En somme, le texte était équilibré pour vous ? Alors moi, je me tiens à cela. Il y a des risques avec le texte qu'il aille déjà un peu trop loin. Bien, merci beaucoup Joël Labbé pour votre réaction. Merci à vous, Tam. Et on va voir justement avec ce reportage de Fabien Recker un cas concret d'érosion côtière. Notre journaliste s'est rendu à Vias-Plage dans l'Hérault. On regarde. Elle monte inexorablement. À Vias-Plage dans l'Hérault, Philippe Robert gère un camping sur le front de mer. Il est aux premières loges pour constater l'érosion du littoral. Il y a 20-30 ans, la plage n'avait rien à voir avec ça. Il fallait marcher des dizaines de mètres pour pouvoir accéder à la mer. C'était au moins le double, voire le triple de la plage actuelle. Le dernier coup de mer du mois de mars a fini d'achever la dune. Philippe Robert a déjà dû reculer une rangée d'emplacements de son camping. Aujourd'hui, la disparition de la dune menace son activité. On a tous très peur, les 30 campings qui vivent sur Vias en bord de mer, on a tous très peur. Il faut que ces ouvrages soient pérennes, c'est ça qui est important. À aujourd'hui, on ne l'a pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui va advenir dans les années à venir. Donc c'est ça qui est important, bien sûr qu'on a très peur. En 2015, la dune avait pourtant déjà été reconstituée à grands frais, mais tout est donc à refaire. Et ça n'a pas tenu fort logiquement, puisqu'on n'a fait que reculer, reconstituer une plage et reconstituer un cordon dunaire sans prévoir de protection en mer pour casser l'effet des vagues. Un enrochement en mer pour protéger la dune que l'État n'a pas autorisé car il s'agit d'une zone naturelle. Résultat, 4 millions d'euros engloutis par les vagues et une polémique. Une association de riverains dénonce un gaspillage d'argent public. Le maire s'en défend. Engager autant d'argent public en 2015 et voir le résultat, effectivement, ce n'est pas satisfaisant. Cet argent, il a été engagé en 2015, contraint et forcé. Parce que si nous ne faisions pas les travaux en 2015, nous perdions, nous, collectivités locales, les cofinancements européens de l'État, de la région et du département. Élus et professionnels attendent de l'État qu'il autorise l'enrochement en mer au large de cette zone naturelle. Car celle-ci abrite une importante activité économique. Vias-Plage est la deuxième destination de tourisme en plein air d'Europe. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Michel Vaspart, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur LR des Côtes-d'Armor, vice-président de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ici au Sénat. Face à vous, j'accueille Jean-François Rapin, bonjour, merci d'être avec nous. Sénateur LR du Pas-de-Calais, vous êtes le président également de l'association des élus du littoral. Vital Baude nous a également rejoint sur ce plateau. Bonjour, vous êtes conseiller régional Europe Écologie Les Verts, vous êtes délégué au littoral de la région Nouvelle-Aquitaine. Et Patrick Bazin est également avec nous. Bonjour. Vous êtes directeur de la gestion patrimoniale à l'Observatoire du littoral. Première question, et je voudrais vous faire réagir à ce qu'on vient de voir dans ce reportage. Jean-François Rapin, c'est vrai que ce phénomène d'érosion côtière est particulièrement inquiétant. Comment on l'explique? Est-ce qu'on peut finalement l'endiguer? C'est un jeu de mots, l'endiguer. Comment on l'explique? Bien, c'est simple, hein. Ce sont des phénomènes récurrents, tempétueux, une élévation du niveau de la mer, une érosion éolienne de plus en plus forte, une érosion qui vient aussi de la terre, hein, notamment avec des inondations dont on entend parler de plus en plus souvent. Donc c'est un phénomène qui est naturel, mais c'est un phénomène dont j'insiste sur le fait que ça reste un risque et qu'aujourd'hui, il faut trouver les moyens à la fois de pallier ce risque sur certains endroits. Les gens ont un désir de rivage depuis de très nombreuses années. Doit-on aujourd'hui leur dire, voilà, votre désir de rivage, vous le mettez dans votre poche et un mouchoir dessus et vous l'oubliez? Donc je pense qu'il faut aussi s'adapter à ces modes de vie aujourd'hui sur le littoral. Le littoral attire. Il faut respecter ça, mais il faut aussi faire attention à ce risque qui est aujourd'hui l'érosion et qui se transforme malheureusement, on l'a vu dans certains drames récents, citons Xynthia, peut devenir submersion et gravissime. On va y venir à Michel Vaspart, c'est finalement un peu l'enjeu de ces débats, comment on trouve finalement un point d'équilibre entre l'activité humaine et aussi la préservation de notre littoral français. Écoutez, il y a eu un texte qui avait été déposé par Pascal Gau
à l'Assemblée nationale et qui a été repris, puisque j'en étais le rapporteur au Sénat, qui notamment essayait d'anticiper, à ce qui n'est actuellement pas fait, anticiper cette érosion notamment, alors pas sur les zones naturelles, mais sur les zones habitées ou sur les zones où il y a de l'activité. Cette loi avait été votée à l'Assemblée nationale, elle a été votée également en première lecture au Sénat, en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, et pour des raisons de calendrier législatif, puisqu'il y avait les élections présidentielles et législatives, c'est resté sur le bureau du Sénat. Donc c'est une des raisons pour lesquelles nous avons repris ce texte dans une PPL que nous avons préparée l'été dernier. Patrick Bazin, est-ce qu'aujourd'hui vous pensez qu'on a sous-estimé ce phénomène d'érosion côtière ? Non, il était surtout oublié, en fait. Depuis toujours, le littoral est un espace mouvant, surtout sur les espaces dunaires. Le sable est quelque chose de meuble. Quand on le prend dans la main, il ne tient pas. Et les espaces dunaires ont toujours été très mobiles. Les hommes l'évitaient d'y construire. Et aujourd'hui, le désir de rivage a fait qu'on a construit sur les dunes, et pendant une période relativement calme, le dernier siècle. Mais en fait, quand on remonte dans l'histoire, il y a eu des événements de type Xynthia ou des mouvements de côte extraordinaires. Depuis 300 ans, la côte de l'île d'Oléron, si on prend cet exemple-là, la côte ouest de l'île d'Oléron, qui ressemble à celle de l'Aquitaine, a reculé depuis 300 ans de 1 km et elle a réavancé de 1 km. Et aujourd'hui, elle recommence à reculer. Donc en fait, ce sont des phénomènes cycliques qui vont être bien sûr aggravés par le changement climatique. Vital Baude, est-ce qu'on a construit aujourd'hui un peu aussi les yeux fermés sur le littoral français, malgré la loi littorale qui date de 86 ? C'est clair, vous le rappeliez, on est face à des phénomènes qui sont inéluctables, qui sont naturels, même s'ils vont être aggravés par le dérèglement climatique. Et on a un vrai déficit de culture du risque et d'observation. Et donc, c'est vrai que quand on discute avec les anciens, ils ne comprennent pas qu'on ait pu construire de façon inconsidérée sur les dunes, mais aussi près des falaises. En Nouvelle-Aquitaine, on a aussi des mouvements de terrain au niveau des falaises. Et donc, il n'y a pas que le linéaire sableux qui est concerné par ces problématiques. Et c'est vrai que depuis longtemps, les écologistes ont alerté justement sur l'urbanisation, sur ce qu'on appelait la bétonisation, la bétonisation du littoral. Et même si la MIACA, en ex-Aquitaine, la mission interministérielle d'aménagement de la côte aquitaine, a essayé de préserver en limitant quelques fenêtres d'urbanisation, on a quand même oublié que ces phénomènes-là étaient naturels. Et on se retrouve maintenant sur toute l'ex-Aquitaine, c'est vrai aussi en partie sur la Nouvelle-Aquitaine avec des problématiques liées à la submersion, face à de vraies problématiques, des vies humaines qui ont été perdues avec Xynthia et le Signal qui se trouve sur la commune de Soulac-sur-Mer. On s'en souvient, oui. La Faute-sur-Mer, mais aussi Charon qui se trouve en Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, on voit Jean-François Rapin justement les conséquences que ça peut avoir, notamment sur l'urbanisme, avec des expropriations qui sont nécessaires pour sauver des vies humaines. Se pose alors la question de l'indemnisation. On sait qu'il y a eu ce débat au Sénat. Aujourd'hui, comment on fait justement ? Aujourd'hui, ce sont des fonds d'État non dédiés finalement sur lesquels on doit s'appuyer, surtout quand on y associe le phénomène de l'érosion. Michel Vaspart, dans sa proposition de loi, avait soulevé ce sujet. On l'avait soulevé précédemment dans la première proposition de loi, en essayant d'allier le fonds Barnier à cette question. Certes, on comprend que ce soit difficile. Alors le fonds Barnier, il a été créé en 87, c'est pour les cas justement d'expropriation, pour les risques naturels majeurs. Effectivement, le fonds Barnier est un fonds dédié, mais aujourd'hui, le problème est celui de l'érosion, de la capacité à certains endroits de pouvoir reculer, d'exproprier. Et à partir du moment où on n'a pas configuré la zone comme une zone à possible submersion, le fonds Barnier n'est absolument pas utilisable. Donc l'idée, c'est peut-être de créer un fonds spécifique, mais quand on dit fonds spécifique, il faut une recette en face, il faut aller la chercher. Et donc c'est tout l'enjeu du dispositif qui pourrait être proposé, d'un fonds spécifique créé avec une recette dédiée pour pouvoir s'y attacher. Alors, avant de vous donner la parole, Michel Vaspart, je vous propose d'écouter Brune Poirson, c'est la secrétaire d'État auprès de Nicolas Hulot. C'était sa réponse lors de l'examen de la proposition de loi, c'était au mois de janvier, on l'écoute. Les territoires font remonter un besoin de financement pour conduire des projets d'anticipation et de recomposition urbaine. C'est une demande que j'entends, que nous entendons avec le ministre d'État.
et des solutions doivent être trouvées. C'est certain et nous allons y travailler. L'État doit être en mesure d'accompagner certaines expérimentations. Mais en tout état de cause, le fonds de prévention des risques naturels majeurs ne peut pas être mobilisé pour ces opérations-là. Le fonds Barnier est un fonds qui est lié à la prévention des risques. Il n'a pas vocation à financer des opérations d'aménagement, comme ce serait le cas précisément ici, dans le cadre d'un recul de trait de côte. Michel Vaspart, justement, alors à qui doit revenir cette question de l'indemnisation? Écoutez, là, évidemment, chacun se renvoie la balle. Lors du gouvernement précédent, il y avait eu déjà cette discussion avec la ministre de l'Environnement, Emmanuelle Cos, et nous avions effectivement acté le principe, étant donné qu'il n'y avait pas d'autre fonds, qu'aucun autre fonds n'existait, il n'y avait que le fonds Barnier, et il faut quand même savoir une chose, parce que ça n'est pas peut-être assez dit, le fonds Barnier a été prélevé par tous les gouvernements pour alimenter le budget général. Et cette fois-ci, dans le cadre du budget 2018, c'est encore pire, parce que cette fois-ci, il est plafonné. On a retiré, le gouvernement a prélevé 71 millions et il l'a plafonné à 130 millions d'euros. Or, effectivement, dans le projet de loi qui avait été écrit par Pascal Goy, que j'ai repris donc cet été, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, étant donné qu'il n'y avait pas d'autres fonds, nous avions validé le fait et repris le texte pratiquement in extenso sur l'indemnisation pour le signal par le fonds Barnier. Parce qu'il faut quand même savoir que les 70 appartements ou 75 appartements du signal et les propriétaires n'ont jamais, c'est à Soulac-sur-Mer, n'ont jamais été indemnisés. Bon. Et ils attendent ce fonds d'indemnisation. Il devait y avoir une position du Conseil d'État le 12 janvier dernier. Le Conseil d'État n'a pas pris position et a demandé une QPC, c'est-à-dire a demandé une question prioritaire de constitutionnalité dont on attend le résultat dans les semaines qui viennent. Sur ce dossier, peut-être, Vital Baud, sur ce cas précis de l'immeuble du Signal à Soulac. Moi, en tout cas, je partage la nécessité de trouver une solution. Soulac-sur-Mer, c'est en Nouvelle-Aquitaine. Et ces gens-là se retrouvent dans une situation inextricable. Et en plus, il se peut que si jamais, d'ici à ce que le dossier soit réglé, l'immeuble tombe, ils doivent payer la déconstruction de biens dont ils n'ont plus le droit d'occuper. Et donc, on est face à un vrai problème de solidarité. Et le tout étant de trouver le mécanisme qui va permettre, ou le périmètre de solidarité. Est-ce que c'est la commune? Est-ce que c'est l'intercommunalité? Est-ce que c'est il y a la GEMAPI qui va rentrer en ligne de compte aussi, qui introduit une nouvelle façon de financer des problématiques liées à ces types de risques. Encore faut-il préciser si l'érosion sera éligible. Une réponse avait laissé entendre que ça serait le cas, mais en effet, on ne peut pas rester dans ces situations-là, là où aujourd'hui, en plus, en Nouvelle-Aquitaine, avec le GIP littoral, on établit des stratégies locales de gestion de la bande côtière qui engendrant, qui amènent les... Jean-François Rapin, il faut préciser que la GEMAPI, c'est sur la gestion des milieux aquatiques. Oui, mais au-delà de la GEMAPI, si vous voulez, on sent très bien qu'on va rentrer en discussion... je pense, dur avec le gouvernement, en pensant que le gouvernement veut retirer l'érosion d'un problème de risque, justement pour qu'il ne soit pas cautionné et financé par le fonds Barnier. Or, les élus d'aujourd'hui, enfin, de nombreux élus, et je pense les représenter pour la plupart ici, disent, comme moi, ils écoutent leur président en disant l'érosion d'aujourd'hui, c'est la submersion de demain. Donc si l'érosion n'est pas un risque, qu'est-ce que c'est ? Je voudrais qu'on parle aussi des solutions finalement, parce qu'on voyait dans le reportage, dans l'Hérault, la question de l'enrochement, c'est parfois une solution décriée, Patrick Bazin. C'est une solution qui peut être décriée. Alors ça dépend beaucoup des endroits en fait où on se trouve. Il y a des endroits qui sont urbanisés, où il y a des enjeux importants et où on ne peut pas imaginer demain de délocaliser ces populations brutalement. On voit bien le problème sur le Signal. Et là, il faut trouver des moyens de protection et on n'a pas d'autre choix. En revanche, il y a beaucoup d'endroits où des espaces existent, des espaces naturels entre la mer, qui est en train de monter, de grignoter, et les enjeux humains. Et là, comme disait quelqu'un dans le reportage, il faut éviter de mettre des enjeux, d'installer des habitations ou des aménagements humains. Et ces milieux naturels, loin d'être des zones perdues, ce sont des endroits qui vont amortir la mer, qui vont donner ce qu'on appelle de la résilience au territoire. C'est-à-dire que la mer va venir, elle va grignoter,
puis elle va repartir, et puis elle va déposer des sédiments. Et de ce fait-là, ces milieux-là vont protéger ce qu'il y a derrière. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire avec des expérimentations, parce que c'est facile de le dire, mais après, il faut essayer de tester. Et c'est ce qu'on essaye de faire dans des projets qu'on a actuellement sur plusieurs territoires en France. Mais quels sont les moyens aujourd'hui qu'on possède aujourd'hui pour évaluer justement ce risque de submersion marine, Michel Vaspart? Alors, submersion marine, ça, enfin en tout cas au niveau du recul du trait de côte, le gouvernement a commandé au CEREMA une étude sur l'ensemble du territoire français sur la prévision qu'on peut mettre en œuvre sur l'ensemble du littoral français, de façon à ce que les élus locaux aussi aient un certain nombre d'informations, de façon à ce que les collectivités puissent prendre en charge éventuellement un certain nombre de dispositifs. Et c'était d'ailleurs une des raisons de la fameuse loi dont on parle, l'anticipation du recul du trait de côte, de façon à pouvoir maintenir des activités littorales là où il y a des activités littorales, en prévoyant le recul de ces activités, si vous voulez, en fonction du recul du trait de côte qui serait accepté et partagé par l'ensemble des acteurs. Et le risque que nous avons par rapport à la réponse de Brune Poirson, à mon avis, enfin je vous le livre tel que je le ressens à titre personnel, c'est on a le sentiment que le gouvernement aujourd'hui veut que ça ne devienne qu'un aménagement du territoire, et on a un peu le sentiment qu'ils veulent se désengager du recul du trait de côte et de ses conséquences. Et là, si c'est le cas, on dit bien si c'est le cas, attention, danger. Sur les solutions, Jean-François Rapin, aujourd'hui. Oui, alors Michel a raison quand il parle effectivement d'observation et de dispositifs mis en place. Il y a beaucoup d'initiatives, notamment des initiatives venant de l'État sur des gouvernances antérieures. Le Comité national de gestion du trait de côte, qui est un outil de suivi. Il y a des initiatives régionales. Je pense au ROLNUP, le réseau d'observation littorale normand et Picard, auquel s'associe la région Hauts-de-France, dont je suis membre. Et donc je pense que toutes ces initiatives sont bonnes, et ça veut dire en tout cas que le sujet est important. Mais à un moment, il va falloir faire la synthèse. Il va falloir faire la synthèse pour donner une perspective d'avenir. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Patrick Bazin quand il nous explique que c'est pas le président d'un conseil de rivage qui va démentir ça, qu'il est important d'avoir aussi des espaces naturels qui seront demain peut-être des zones de tampon. Donc voilà, il faut vraiment faire une synthèse pour se dire quels sont nos outils, quel est l'état de la situation et comment on peut surtout justement aussi dans ce contexte, parce que la proposition de loi sénatoriale a parfois été vue comme une possibilité de bétonner un peu plus la côte française avec ce comblement des dents creuses. Vital Baude, et ensuite je donne la parole Michel Vaspart. Je partage l'inquiétude que vous évoquez. Moi, je veux rappeler que, en plus du dérèglement climatique, il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait des scientifiques qui nous alertent sur l'effondrement de la biodiversité. Et donc, tout ce qui consiste à continuer à poursuivre et à aggraver l'étalement urbain, et aussi sur le littoral, de mon point de vue, est un problème et ne va pas dans le bon sens. Donc cette initiative qui consiste à permettre, en plus de chercher des solutions pour adapter l'urbanisation sur le littoral face à ces risques, à mettre un coin dans la loi littorale, moi, m'inquiète. Et donc c'est quelque chose contre lequel je me battrai. Je rejoins en revanche la nécessité d'observer. Nous avons en Nouvelle-Aquitaine l'Observatoire de la côte aquitaine, qui est le plus ancien observatoire et qui suit ça. Et s'il y a 50 ans, nous avions eu cette connaissance, cette observation, on aurait évité de faire un certain nombre d'erreurs. Michel Vaspart. Alors écoutez, moi je crois qu'il ne faut pas mélanger les choses. Il y a le recul du trait de côte qui touche un certain nombre de parties du littoral français. Et en ce qui est la question que vous posiez sur l'article 9, en définitive, de la PPL sur les dents creuses, sur l'accès à la mer des professionnels. Alors, quand je dis l'accès à la mer, ce n'est pas la route, hein, bien entendu, c'est pouvoir accéder dans le cadre de sa profession, comme c'est le cas dans la PPL également, de pouvoir mettre éventuellement du photovoltaïque sur les terrains ou sur les anciennes carrières, si vous voulez, notamment sur les communes littorales. Ça n'est pas remettre en cause la loi littorale, ce n'est pas vouloir bétonner le littoral, et je suis, en ce qui me concerne, à titre personnel, comme la plupart de mes collègues, excessivement attaché à la loi littorale. Sauf que ce n'est pas la loi de 86 qu'on veut faire évoluer, c'est l'excès de jurisprudence. Puisque c'était une loi très ouverte, il n'y avait pas de décret d'application, ça s'est
pendant une dizaine, 15 ans, il n'y a pas eu beaucoup de recours. À partir du moment où il y a eu des recours, la jurisprudence a fait son œuvre et on ne peut pas lui reprocher puisque le législateur ne s'en est pas occupé. Mais écoutez, on veut d'un côté économiser du foncier. On a, suivant les endroits en France, c'est un outil qu'on met à disposition, on n'est pas obligé de l'utiliser. On a, je pense notamment dans l'ouest de la France, un peu moins dans le sud-ouest, une configuration avec des bourgs, des villages, des hameaux. Et des dents creuses. Je dis bien des dents creuses, ça n'est pas de l'extension d'urbanisation et ce n'est encore moins du mitage. Donc, utiliser ces dents creuses, là où on a les réseaux, c'est économiser du foncier et c'est rationaliser l'urbanisation. Patrick Bazin, est-ce que vous pensez justement de cette possibilité de combler ce qu'on appelle ces dents creuses? Alors moi, parce que vous parliez de zones tampons tout à l'heure. Oui, les dents creuses, par définition, elles sont à l'intérieur de zones déjà urbanisées. Moi, ce que je voudrais dire par rapport à ça, parce que je suis un fonctionnaire, donc je ne commente pas les projets de loi, mais je sais que les mouvements qui vont avoir lieu sur ce territoire littoral sont énormes. Et donc, forcément, la loi littorale, qui a été faite à une époque où le changement climatique n'existait pas, va devoir évoluer pour prendre en compte ces problèmes de relocalisation, ces problèmes de mouvement côtier. À ce moment-là, il faudra forcément se poser la question, et c'est le sens du projet de loi d'ailleurs de Mme Got et qu'a repris M. Vaspart, cette nécessité de penser le mouvement, la dynamique, va forcément nous obliger à repenser un certain nombre de dispositifs qui sont plutôt statiques aujourd'hui. Alors Jean-François Rapin et ensuite Vital Baude. Oui. Patrick Bazin dit ce que je défends depuis 3 ans, c'est-à-dire que la loi littorale, excellente loi, votée à l'unanimité, dont tous les élus du littoral se sont appropriés la bonne composition, n'avait pas pris en compte à l'époque ces sujets. Elle n'avait pas pris en compte non plus l'évolution des énergies marines renouvelables, elle n'avait pas pris en compte l'évolution du désir de rivage, elle n'avait pas pris en compte un tas d'éléments qui aujourd'hui nécessitent forcément, au regard du mode de vie, au regard de l'évolution naturelle qu'on constate, d'être intégrés. Et ça n'est pas une modification pure et dure de la loi littorale qui est proposée là. Moi, j'ai été maire d'une commune où 83% du territoire est protégé. Et qui a poursuivi son développement économique. C'est une petite commune et qui a été un des plus gros développements économiques de son arrondissement sur le littoral. Donc ça veut bien dire sans pour cela avoir des contestations majeures sur les documents d'urbanisme, etc. Même pas de contestation du tout. Donc je dirais que c'est possible de respecter la loi littorale, de faire évoluer les choses, mais à un certain moment, on peut être contraint. Je veux dire qu'il faut pas de discordance avec un aménagement sanitaire obligatoire, je ne sais pas, chez un conchyliculteur ou un mytiliculteur, et se le voir imposé par une administration, et puis se le voir refusé par une autre parce qu'il est contraint de respecter la loi littorale. Oui, enfin, moi, j'ai financé une étude qui va sortir bientôt, et à mon avis, qui va nous montrer que ces dernières décennies, on a quand même eu, malgré la loi littorale qui date de 86, pardon. Malgré la loi littorale, on a quand même eu un gros étalement urbain sur le littoral. Donc, ça vient contredire ce que vous êtes en train d'expliquer, quoi. Il y a quand même, on le constate tous, quand on habite sur le bassin d'Arcachon, quand on habite sur le Pays Basque, on voit bien que malgré la loi littorale, on a eu beaucoup d'urbanisation. En commune littorale. Mais oui, mais... et ensuite, vous disiez, il ne faut pas tout mélanger. Je pense que de justement utiliser, ou à l'occasion de cette proposition de loi, justement pour répondre à ces problématiques liées au risque, et là on partage tous la nécessité d'apporter des réponses à nos concitoyens et aux élus locaux, utiliser cette occasion pour justement introduire un coin sur la loi littorale, une évolution de la loi littorale, alors que si on doit la faire évoluer, à mon avis, il faut un grand débat. Il faut mettre tout autour de la table plutôt que d'utiliser justement cette problématique liée au risque. Et j'ajoute que les risques dont on parle, ils sont naturels, ils ne sont a priori pas encore le fruit du dérèglement climatique. Oui. Donc quand on dit c'est à cause du dérèglement climatique, c'est un peu rapide et un peu facile. Il vaut mieux regarder en face les erreurs qu'on a pu commettre ces dernières décennies. Mais le réchauffement climatique risque d'accentuer. Mais bien sûr, il va beaucoup l'accentuer aussi, que ce soit avec la montée du niveau des océans, vous le précisiez,
ou potentiellement avec la multiplication des phénomènes climatiques extrêmes en intensité ou en fréquence. Ouais. Patrick Bazin, vous souhaitiez ajouter quelque chose? Non, je suis d'accord. On est face à deux mouvements très puissants et très antagonistes. Le désir de rivage, qui se maintient, qui ne se dément pas, et cette avancée, il faut savoir qu'il y a quand même l'équivalent d'un département en France qui se situe en zone basse, c'est-à-dire en zone potentiellement inondable, à plus ou moins brève échéance. C'est quand même beaucoup. Eh bien, merci messieurs d'être venus parler de ce thème, de cette érosion côtière sur le plateau de Public Sénat. Avant de se quitter, on fait un dernier détour par l'hémicycle où nous attend Quentin Calmet. Est-ce que la proposition de loi sur l'ouverture à la concurrence du transport de voyageurs a été votée? Et non, Delphine, c'est encore à la fin de l'examen de